L'équipe de Trump Fake News est fière de vous annoncer un partenariat unique avec calosfrance.com, la marque française qui incarne le mieux l'artisanat, le patriotisme et la fierté nationale. Et pour marquer ce partenariat, profitez d'une offre spéciale. Moins 10% avec le code TRUMP10 sur tous les produits de la boutique calosfrance.com. Des vêtements, des bijoux, des articles de sport et plein d'accessoires de qualité. Affirmez vos valeurs et votre patriotisme avec élégance sur calosfrance.com. Et bonjour à tous et bienvenue sur Trump Fake News. Je suis avec un invité exceptionnel, Tom Benoît. Bonjour Tom, comment vas-tu? Comment allez-vous? Très bien. Très bien, on peut se tutoyer si on démarre en se tutoyer. tutoyant, même si on ne se connaît pas, on peut le préciser, mais on se tutoie. Ça va très bien, je suis à Zurich aujourd'hui. Alors Tom, tu es à Zurich, c'est ça. Tom Benoît, je vais te présenter peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas encore, sur notre chaîne en tout cas. Donc tu es directeur de la rédaction du magazine Géostratégie, c'est ça? Absolument. Donc toi, tu es de Marseille, hein. Tu es de Marseille. Je suis né à Marseille, en effet. Marseille. J'habite, on va dire que j'ai résidence encore aujourd'hui à Aix-en-Provence, mais je passe ma vie plutôt à Monaco, à Paris, et puis un petit peu, beaucoup à l'étranger. Voilà, donc tu voyages partout, c'est pour ça qu'on te voit un petit peu partout. Tu es auteur de plusieurs ouvrages. Tu as fondé avec Robert Laffont la revue Géostratégie Magazine, c'est ça? Absolument. Ouais. Et donc, tu coproduis et présentes aussi l'émission Philoscopie, et puis on est partenaire de TV5 Monde avec Géostratégie Magazine pour l'émission politique, et à ce titre-là, donc il m'arrive d'interviewer beaucoup de personnalités politiques, on va dire de premier plan entre guillemets, françaises essentiellement, pas seulement, et avec une certaine liberté de parole, puisque l'engagement est porté par le média partenaire et non pas par la chaîne. Donc quand c'est Nice Matin, Ouest France, France Inter, Le Point, Libération, ils ne sont pas partenaires à cette émission, mais je veux dire, d'autres médias qui auraient des tendances, certaines plus à droite, d'autres plus à gauche, voilà, c'est l'engagement de la rédaction qui est porté. Ok, ben voilà, donc très très occupé, très chargé. Et je sais aussi que tu as une page où tu donnes des conseils, donc ça s'appelle Géostratégie, c'est ça, Géostratégie Magazine. C'est une page d'information sur l'économie de manière générale, et puis aussi tu donnes des conseils pour des personnes qui veulent investir dans du business privé, parce qu'il y a j'ai eu énormément de demandes ces derniers mois, et les gens ont pas de mal parfois qu'on puisse pas y répondre, mais malheureusement on n'a pas le temps de répondre à toutes les demandes. Il est surtout, je dirais, indélicat de mal répondre à des demandes. Parfois je reçois des messages en me disant: qu'est-ce que vous pensez, est-ce que peut être intéressant de créer une holding, ou ça dépend si vous êtes en France, si vous êtes plusieurs associés, si vous voulez récupérer de l'argent dessus, ou si vous voulez limiter les risques. Donc voilà, c'est à ce titre-là que j'ai dit, plutôt que de donner des conseils à droite à gauche qui ne sont pas des conseils, si vous souhaitez des conférences privées, on peut en proposer. C'est payant évidemment, parce qu'on n'a pas le temps de le faire pour tout le monde. Et on a mis en place ça sur Géostratégie Magazine, donc on peut réserver ces 40 minutes de meeting privé, essentiellement orienté business. Donc c'est pas du conseil en gestion de patrimoine, c'est pas du conseil financier, mais c'est pour ça qu'on a appelé ça business meeting. Voilà, des business meetings privés qui s'adressent aux entrepreneurs, mais aussi à ceux qui voudraient le devenir et qui ne le sont pas encore. C'est ça. Si vous avez des idées de business et que vous ne savez pas vraiment comment en gros, si vous diriger. Si vous avez des idées, mais que vous n'avez pas les fonds, si vous avez les fonds, mais que vous n'avez pas les relations, il vous manque toujours quelque chose. Et dans le business, ça arrive quand on démarre, mais aussi quand on poursuit, et on peut essayer de trouver des solutions. Voilà, super. Donc, on mettra le lien évidemment dans la vidéo pour plus d'informations. Puis vous avez aussi sur le compte de Tom et sa chaîne YouTube aussi. Il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. On va commencer, Tom. Donc nous, on est, comme tu sais, on est spécialisé sur la politique américaine et notamment sur Donald Trump. Donc Donald Trump qui a été élu, et pour beaucoup, ça a fait grincer énormément de dents, hein, notamment en Europe, puisqu'on va parler de l'Europe. C'est déjà le cas au Canada, là où nous vivons. Il y a déjà une guerre commerciale qui a commencé avec le Canada et aussi avec l'Europe. La question que beaucoup de Français se posent, d'Européens, mais plus particulièrement les Français, selon toi, quelles vont être les difficultés que va rencontrer la France avec justement l'élection de Donald Trump d'un point de vue économique, on parle,
Je ne sais pas si tu as vu la conférence de J.D. Vance à Munich. Déjà, je voulais savoir qu'est-ce que tu en avais pensé, quel message, d'après toi, cela inaugure pour la suite. Et puis ensuite, on va parler donc de la politique économique de Donald Trump et les conséquences sur l'Europe. Plusieurs questions. Là, pour répondre à la première, on va dire sur J.D. Vance, qui est un petit peu une parenthèse. Donc, premièrement, moi, j'adhère au discours de J.D. Vance, souligner qu'il y a un manque de liberté d'expression en Europe. Ça me semble opportun, ça me semble être le cas, et je suis surpris que des personnes comme Nathalie Loiseau, par exemple, ou d'autres, alors Thierry Breton, c'est encore différent, mais Nathalie Loiseau, qui est un personnage, entre guillemets, insignifiant aux yeux de la géopolitique internationale, à prendre, voilà, c'est pas une offense personnelle à l'encontre de Nathalie Loiseau, mais pour le dire d'une autre personnalité politique, j'ai trouvé la réaction un petit peu culottée. Sur le point de vue beaucoup plus économique et les conséquences pour les économies européennes. Depuis plusieurs semaines, je souligne le fait qu'il va y avoir des droits de douane aux États-Unis. Donc c'est une décision protectionniste de Donald Trump. Et pour la première fois, on s'aperçoit, pour la première fois depuis bien longtemps, que Donald Trump gouverne les États-Unis, que les États-Unis sont réellement gouvernés. On n'avait plus l'habitude de ça. Les Européens n'avaient pas l'habitude de voir un président qui dit « Je signe un décret, j'ai une idée, je pense qu'il faut appliquer ça pour le pays, je signe un décret. » Et à partir de là, ça se fait. Au même titre, je veux dire un peu que l'architecte trace au crayon une ligne sur une page et que dans l'instant qui suit, tu as un mur, l'instant c'est quelques mois, qui est érigé. Et ça, c'est un petit peu la même chose. C'est Donald Trump qui prend une décision, il appose la signature et la décision est appliquée. Alors qu'en Europe, la grande différence, c'est qu'on a une idée. Alors, il y a beaucoup d'idées auxquelles je n'adhère pas de l'Union européenne, mais il y a des idées parfois, bonnes ou mauvaises. Mais même les mauvaises, et c'est peut-être un petit peu ce qui sauve l'Europe, c'est son incompétence, même les mauvaises idées ne sont pas appliquées. Parce que la plupart du temps, le système est tellement alambiqué que l'idée passe du sang dans une usine à gaz à la Commission européenne, au Parlement, et qu'il en ressort une forme de coulis qui ne ressemble plus à rien et qui donne du sens cette forme de paralysie plus que de direction. C'est pour ça que l'Europe n'est pas dirigée aujourd'hui, elle est paralysée, elle n'est pas dirigée. Après, il y a d'autres problèmes, il y a la corruption, il y a tout ça. Mais par rapport aux droits de douane, donc d'une part, on a des États-Unis qui disent nous, on va instaurer des droits de douane. Qu'ils soient moins élevés peut-être que prévu, c'est probable. Et ça aurait une incidence, on va en parler également, sur le dollar américain. Parce qu'il peut y avoir une forme de, d'anticipation des droits de douane qui s'avère quelque peu galvaudée. Je m'explique. On se dit Donald Trump parle de droits de douane, il va y avoir des pourcentages énormes de droits de douane pour la Chine, pour le Mexique, pour le Canada, pour l'Union européenne. Et finalement, il y a des pays avec lesquels Trump discute, les droits de douane sont un peu moins élevés. Il y a des pays qui vont faire des pressions également, donc les droits de douane seront aussi un peu moins élevés. C'est plus compliqué à appliquer que. C'est toujours pareil. Trump a été un candidat avant d'être un président aussi. Il a été un candidat qui a déjà été président et qui connaît les méthodes de campagne également. Et là, on ne peut pas lui jeter la pierre, mais quand on est candidat, on en fait toujours trop. On dit à l'adversaire, votre place est en prison, vous avez appauvri tout le monde, on va sauver le pays, qui que l'on soit Trump, Biden, s'il avait été en état de le faire, ou d'autres candidats ici. Donc, les droits de douane, il peut y en avoir moins que prévu. Ça, c'est le premier point à noter. Mais quoi qu'il en soit, il y en aura. Trump a signé, excuse-moi de te couper, Trump a signé hier les tarifs réciproques. Donc, ça veut dire en gros, tu m'imposes 50, je te mets 50. Tu m'imposes 25, je te mets 25. C'est ce qu'a signé Donald Trump hier. Exactement. Sur l'aluminium, voilà. L'Europe, si on parle de notre point de vue, de notre prisme, parce qu'il y a plusieurs prismes, il y a le côté chinois, sino-américain, la rivalité entre différents blocs. Voilà, la Russie, on voit que c'est en train de se calmer, et on le regarde trop souvent comme si on était le centre du monde, et là on nous rappelle bien qu'on n'est pas le centre du monde, puisque même par rapport au conflit russo-ukrainien, les Américains disent l'Europe ne sera pas assise à la table des négociations. On va en discuter avec la Russie, avec l'Ukraine, on va essayer de faire un petit peu ce qu'on a fait au Moyen-Orient, mais vous ne serez pas là pour discuter. Donc quand on parle des droits de douane, ce qui nous intéresse principalement, ça n'est pas les droits de douane qui vont être imposés par rapport aux produits importés du Canada ou du Mexique. Pour nous, c'est les produits français, par exemple, qui sont exportés. Ce que je dis depuis le départ, c'est qu'il va y avoir des accords État par État, entre États. Ça veut dire l'Italie et les États-Unis de l'autre côté,
l'Allemagne et les États-Unis de l'autre côté, la France et les États-Unis de l'autre côté, mais pas avec l'Union européenne. L'Union européenne a envie de capter des droits de douane ici. Et elle a envie de discuter par rapport aux droits de douane qu'elle va devoir payer quand elle exporte. Mais les États-Unis ne l'entendent pas de cette oreille, en tout cas les États-Unis de Donald Trump. Ce que dit Donald Trump et ce que dit Elon Musk, ils disent, nous, l'Union européenne, on ne la reconnaît pas. Ça n'est rien pour nous. C'est une organisation de pays qui s'est approprié en quelque sorte le droit de décider et de gouverner, mais ça n'est pas un État, ça ne lève pas de dette, ça a une monnaie commune qui est une sorte de fausse monnaie commune, d'addition inachevée, inaboutie de système monétaire, mais ça n'est pas une organisation qu'on reconnaît comme un État. Donc Trump dit, même pour les droits de douane et pour les exportations, qu'elles soient des machines-outils, des véhicules, des produits de luxe, on va discuter avec les gros entrepreneurs de chaque pays, Bernard Arnault ici par exemple, avec le dirigeant de BMW en Allemagne, avec le dirigeant de Stellantis qui est déjà un groupe franco-italo-américain. Je rappelle que Stellantis a finalement entamé à nouveau, réouvert les usines qu'il devait fermer aux États-Unis pour les fabrications de pick-up, et qui a de très profondes discussions entre Stellantis et l'administration Trump par rapport à l'avenir du groupe et l'avenir de la manufacture automobile aux États-Unis. Donc il va y avoir des discussions au cas par cas. Et la grande question, c'est de se dire quel secteur d'activité va en payer le plus le prix. Est-ce que ça va être, par exemple, potentiel, qui peut en payer le prix? La chimie, l'automobile, le textile, le luxe. Donc si c'est le luxe, c'est deux groupes, il n'y en a pas 36 000 des géants du luxe, et surtout en Europe. C'est Kering, qui a déjà des problèmes de cash par ailleurs, Kering, et qui est en train de vendre de plus en plus de biens pour se refaire, et c'est LVMH ici. Et puis après, il y a quelques autres groupes de luxe, mais qui sont Louis Vuitton. Voilà, Louis Vuitton, mais chez LVMH, qui fait partie, voilà, c'est essentiellement des géants du luxe. Donc s'il n'y a pas, et LVMH dans le CAC 40, c'est une part énorme de la croissance du CAC 40, de la capitalisation du CAC 40. Donc ça veut dire que s'il y a des droits de douane, si Trump se met dans l'idée par exemple de sanctionner le luxe européen, là, la situation économique de la France change énormément. Parce que le gouvernement français qui cherche de l'argent à tort et à travers également, et qui cherche à taxer les super profits, s'il se retrouve avec des géants comme LVMH qui commencent petit à petit à se nécroser et à s'effriter, ça va plus être la même chose là aussi, ça va pas être la même affaire. Donc il va falloir changer son fusil d'épaule, tant au niveau business qu'au niveau finances publiques. Donc ça c'est le premier point par rapport aux droits de douane. Le grand regret, si je puis dire, de l'élite européenne aujourd'hui, européiste plutôt, pas européenne, c'est-à-dire les architectes de la Commission européenne, de cette Europe, parce qu'on mélange tout très souvent, on dit vous êtes contre l'Europe, non, on n'est pas contre l'Europe, on est contre une Commission européenne socialo-gauchisante, pro-immigration, anti-libérale, qui s'est octroyé le droit de gouverner nos pays à la place des organisations de ces pays. C'est quand même la grande différence. Quand on dit on est contre l'Europe, on est contre la Commission européenne actuellement. On n'est pas opposé au fait qu'on puisse être président français, si c'était je ne sais qui demain, et qui aille discuter par exemple avec le président allemand, qui disent on signe un traité, vous savez faire des voitures, nous on sait faire ça, on sait faire tel équipement, signons des traités, avançons. Et Tom, est-ce que, juste une petite question, toi tu serais par exemple pour la sortie de l'euro? 100%. L'euro, okay. Quoi qu'il en soit, moi je l'ai affiché très clairement, si je puis dire, à mes risques et périls sur le plan médiatique, parce que ça fait partie des sujets qui sont les plus tendancieux, les plus complexes, qui sont bien souvent mal compris. Et je vais me permettre, là aussi, puisque tu as sur ce sujet, une digression qu'il faut quand même noter par rapport aux États-Unis aujourd'hui. On s'aperçoit que l'AfD en Allemagne prône également une sortie de l'euro, ce qui n'est plus le cas de l'extrême droite, si on peut la qualifier encore comme telle en France, c'est-à-dire Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui vous disent non, finalement on ne veut pas sortir de l'euro, on ne veut pas non plus sortir de la Commission européenne, on ne veut même pas vraiment que les lois européennes soient inférieures aux lois françaises, que la réglementation européenne soit minime par rapport aux droits français. Donc c'est déjà une grande différence par rapport aux extrêmes droites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on part du principe que l'extrême droite légale, il faut quand même rappeler les choses, l'extrême droite est légale, comme l'extrême gauche est légale, comme la gauche et la droite est légale. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup c'est des partis républicains. Ce sont des partis républicains. Voilà. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on avait quand même le droit d'être de tendance. Il y avait des communistes, il y avait des gens d'extrême droite, des gens de droite, des socialistes,
Et tout ceci était légal. Aujourd'hui, on veut éliminer quelqu'un de la circulation, on dit il est d'extrême droite. Sous-entendu, il est peut-être nazi et tout. Non, ça n'a rien à voir. Le nazisme, c'est pas l'extrême droite. Ouais. C'était d'ailleurs plus du socialisme que de l'extrême droite, hein, si on remet les choses d'un au point de vue clair. économique. La liberté d'entreprendre, le respect des valeurs libertariennes et libérales, la structure, ça n'a rien à voir, ça ne s'apparente absolument pas aux idéologies nazies. Hein. Voilà. Donc, par rapport à ça, ce qu'on note, c'est qu'on n'a pas d'extrême droite ici. En Allemagne, il y a une extrême droite qui est encore très souverainiste et très nationaliste. Là, dès qu'il y a des chances de passer, qu'il y a des chances de remporter les élections, soutenues par Elon Musk et Donald Trump. Ouais. Mettez-vous un instant à la place, ceux qui nous écoutent, et toi, je veux dire, de l'État le plus profond des États-Unis, qui existe. Là, c'est pas du complotisme, tout ça, je veux dire, c'est de la stratégie. Il y a un État profond dans chaque État. Hein. On peut appeler ça une administration même. Le système des hauts fonctionnaires, en quelque sorte, c'est l'État profond. C'est rien de plus dramatique que ça. Voilà. Oui, c'est des gens qui travaillent dans l'administration, qu'on ne voit pas forcément à la télé. Qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Qui sont des gens qui sont de bureau et qui ont des... Et alors, si vous voulez, par exemple, vous ouvrez un média qui s'appelle La Lettre, qui s'appelait la lettre A précédemment, et vous aurez on va dire le bottin, l'annuaire de tous les individus qui constituent le petit État profond français. On vous dit, ah ben, un tel qui était chef de cabinet de tel ministre va devenir chef de cabinet de telle mission, de tel endroit. Voilà, ben, c'est ça l'État profond. Ce sont des gens qui prennent des décisions dans l'ombre, mais qu'on ne voit pas sur le devant de la scène. Et l'État profond américain, c'est encore plus profond que ça, parce que l'État profond américain, c'est un complexe qui allie une puissance militaire, qui, avec une politique intérieure qui se veut très puissante, et surtout une politique sur l'extérieur, sur les populations extérieures, qui se veut très puissante également. Les Américains ont un côté beaucoup plus, ça redevient un petit peu à la mode de dire ça, donc on peut le dire, viril de mener leur politique, si tu veux. Ça veut dire qu'ils bousculent plus que les Européens. Les Européens sont beaucoup plus féminins dans l'état d'esprit. Il faut pas mal le prendre, hein, que ce soit pas mal compris, parce que c'est pas de la misogynie. Je veux dire que ici, tout est beaucoup plus intériorisé, intellectualisé. Il y a un chef d'État ou un analyste ou un politique, un conseiller qui va réfléchir à une décision en se disant, par exemple, même quand ça part d'une bonne intention, il ne faut plus polluer la planète, on va interdire en 2050 ou en 2035, même plus tôt, la vente de véhicules électriques. En 2050, il faut qu'on ait atteint la neutralité carbone. Donc, ça veut dire qu'on est dans des grandes idées très théoriques sans se dire, mais finalement, on n'en sera pas capable et on va fusiller, on va flinguer littéralement, on va éliminer notre économie, on va étouffer nos économies. Les Américains, c'est totalement différent, beaucoup plus viril. Pourquoi ? Parce que les Américains, ils bousculent l'adversaire, entre guillemets. Ils l'attrapent par les cheveux, ils font tourner dans tous les sens et ils disent à l'Europe, on va vous créer l'euro. Et avec l'euro, on va avoir la capacité de vous téléguider, entre guillemets. Ce qui s'est fait depuis Donald Trump, Tom, si je peux me permettre, parce que sous Biden, Harris, c'était plutôt féminin, justement, comme pour revenir à ton analogie. On était revenu à une... La guerre, c'est pas féminin, la guerre, c'est masculin. Ce sont les hommes qui font la guerre depuis la nuit des temps. Donc l'administration Biden s'inscrivait totalement dans cet état d'esprit purement américain. Ce qui va bien au-delà de ce que je suis en train de décrire, des clivages démocrates ou républicains. Ça veut dire que c'était le cas à l'époque de Reagan, c'était le cas à l'époque de Clinton, et c'était le cas à l'époque de Biden, sous gouvernance, on va dire, un petit peu de Barack Obama, ou sous les 3 conseils de Barack Obama, d'Hillary Clinton également, parce que Biden n'était pas seul décisionnaire aux États-Unis ces dernières années. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à la fin des années 90, les États-Unis incitent à la création de l'euro ici, pour se substituer aux monnaies communes, aux monnaies nationales des États européens. Et grâce à cela, on se retrouve un petit peu sonné en Europe, parce qu'on perd notre souveraineté. Les Allemands, qui avaient une monnaie qui était très solide et qui était à l'avant-garde dans la finance internationale également, le mark allemand, avec une banque centrale qui était très puissante, se retrouvent en perte de puissance. Nous, on avait une monnaie qui, en réserve de change, était quand même très solide. C'était 2,70 de réserve de change dans les caisses des banques centrales du monde entier, le franc français, ce qui est quand même pas mal, quand on sait qu'aujourd'hui, si on prend le yuan chinois, par exemple, c'est à peine le double, hein, c'est 5% de poids dans les réserves de change. Donc on avait une monnaie qui était quand même très solide. Et on a un peu perdu tout ça. Et aujourd'hui, je suis contre l'euro.
et je le dis très clairement, tout le monde le sait, mais pour différentes raisons. Parce qu'on est mal gouverné, et si nous sortions de l'euro, il faudrait également que l'on soit bien gouverné. Il ne suffirait pas de sortir de l'euro pour mettre fin à tous les maux de la France, de l'Italie ou de l'Allemagne. Mais aujourd'hui, il est dans l'intérêt des Américains et de l'État le plus profond des États-Unis, que ce soit Trump, Biden, là où ça n'a pas d'importance, mais de l'Américain qui voit avant tout l'hégémonie des États-Unis, il est dans l'intérêt de faire sortir les États européens de la zone euro. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver à nouveau, aujourd'hui, avec la classe politique que vous avez en Europe, avec des États qui vont être totalement sonnés, désarçonnés à nouveau, qui auront été bousculés, comme je le disais précédemment, par l'administration américaine, et qui vont devoir se reconstruire, avec des chefs d'État qui étaient pro-européens, qui n'auront pas voulu une sortie de l'euro, donc qui vont faire une sortie un petit peu moyenneuse, comme ça, avec des formes d'accord, ça va pas être franc du tout, ça va se faire pendant des années, il va y avoir de longues discussions. Un peu comme en Grande-Bretagne, Tom? Un peu comme La Grande-Bretagne, c'est différent parce qu'ils n'ont jamais eu l'euro. Donc, ils ont quitté la Commission européenne, mais quand elle était moins puissante. Donc, c'est encore très, très différent. La Grande-Bretagne, ils étaient in-out et ils avaient un petit peu tous les avantages parce que pas d'euro. Et surtout, ils ont intégré l'Union européenne à une époque où elle était quand même symbolique, elle était en construction. Donc, ils n'en ont pas payé le prix, si je puis dire. C'est aujourd'hui qu'on paye le prix. C'est depuis la période Covid, à peu près 2021-2022, qu'on a une Commission européenne qui prend des décisions, qui va bien au-delà, on va dire, de l'augmentation nationale. Mais, et par rapport aux avantages, donc on va dire le libre-échange un petit peu, ou les traités un petit peu plus conséquents, ils ont eu ces avantages-là quand ils faisaient partie de l'euro, et ils ont continué à bénéficier de ces avantages, les Britanniques, quand ils ont quitté l'euro, parce qu'ils ont signé les mêmes traités. Ils ont une Europe à la carte qui était formidable. La pire des choses pour un pays, c'est de perdre sa monnaie. Si vous perdez votre monnaie, c'est comme si vous perdez votre capacité à être mobile. Par exemple, si vous êtes entrepreneur et qu'on vous dit, bon, ben, vous allez pouvoir continuer à être entrepreneur, mais vous ne pourrez plus bouger. Vous irez où on vous dit d'aller et vous prendrez la voiture de quelqu'un d'autre, on vous emmènera, il n'y a pas de problème, mais vous ne ferez pas ça de votre propre chef. Un pays doit avoir un souverain monétaire, c'est-à-dire une monnaie, une devise, quand c'est une grande économie et quand il a l'ambition d'être un grand pays, comme la France. Donc la sortie de l'euro, tôt ou tard, selon moi, elle arrivera pour différentes raisons. Et on est entré dans l'euro pour de mauvaises raisons, on en sortira pour de mauvaises raisons, et on en sortira mal si on continue en cette direction. Malheureusement, nous n'avons pas en Europe de chef d'État qui soit capable aujourd'hui de piloter les pays. Alors, c'est un peu plus le cas dans d'autres pays sur ce que je vois par rapport à de futurs chefs d'État, des chefs d'État en herbe, mais en France, je ne vois personne aujourd'hui, que ce soit à l'extrême gauche, à l'extrême droite, à la droite ou au centre, il n'y a absolument personne qui soit un tant soit peu souverainiste et qui ait l'ambition de la richesse pour le pays. La pire des choses est de se socialiser pour une grande économie. Si vous vous socialisez quand vous êtes une petite économie, c'est pas dramatique dans l'absolu. Mais lorsque vous vous socialisez quand vous êtes une économie comme la France, vous courez à votre perte. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc ce qu'il faudrait faire ici, si on voulait sauver la France, si on voulait sauver le pays, c'est diriger le pays comme Trump le fait justement aux États-Unis en disant, nous aussi, on est en capacité de prendre une décision. Et ce que je note au passage, je ne veux pas être trop long, je laisse parce qu'il y a sûrement d'autres sujets à aborder, c'est que ça fait un moment que je dis aux gens, avant de penser à sauver le pays, sauvez-vous individuellement. Sauvez votre peau, gagnez de l'argent, faites des affaires, trouvez le maximum de possibilités pour mener une vie sympathique. Vous pouvez le faire. La mondialisation, c'est ça aussi, l'aspect positif de la mondialisation. Il n'y en a pas beaucoup. C'est que vous pouvez prendre un avion, vous pouvez piloter vos business à distance, vous pouvez faire des visios, comme on fait toi et moi. Je ne sais pas si tu es au Canada, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, au Canada, je suis en Suisse aujourd'hui, et puis on fait une émission. Il y a 15 ans, c'était absolument. Donc, toi, ce que tu dis, Tom, c'est arrêter de compter sur les gouvernements, et tu as raison, arrêter de compter sur la politique, arrêter d'espérer d'avoir quelqu'un qui va vous sauver. Prenez-vous en main économiquement. On a la possibilité aujourd'hui, avec la mondialisation, de pouvoir créer beaucoup plus facilement des business qu'on avait l'habitude avant. Et en gros, il faut se démerder tout seul, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour aller plus loin, juste pour terminer là-dessus, c'est que si tu regardes, c'est exactement ce que sont en train de faire les grands chefs d'entreprise, quoi qu'il en soit. Que tu prennes des groupes comme le BMW, Stellantis, LVMH ici avec Arnaud, Pinot, qui que ce soit, le groupe de Vincent Bolloré, en France, Zara, n'est-ce pas, tous les groupes comme ça européens, tous les grands groupes un petit peu solides, Total Energy, dirigé par Pouyanné, tous ces groupes-là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont en train d'attendre les décisions de Gabriel Attal,
d'Édouard Philippe ou Non. de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, absolument pas. Ces grands groupes disent bon, bah, on voit comment ça marche, on a joué au beurre, bah, on fait tout pour générer du profit. Ils ont raison, et heureusement qu'ils le font, parce que ça porte un peu le pays de l'autre côté. Et donc, individuellement, ce que je suis en train de dire aux gens, c'est faites la même chose. N'attendez Alors, pas sur le pays. alors, je vais revenir à ce que tu dis et je vais faire un petit lien justement avec les États-Unis et avec la France notamment et même l'Europe de manière générale. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu la composition du gouvernement de Donald Trump, mais il Ouais, n'y a ouais, pratiquement que des milliardaires. C'est-à-dire que les gars qui sont là-dedans, absolument. c'est des mecs qui ont réussi leur carrière en tant qu'entrepreneur, businessman, tout ce que tu veux. En fait, si tu veux, ils font de la politique aujourd'hui pour enrichir le peuple. En tout cas, pour essayer déjà d'enrichir leur Ouais, pays, mais aussi pour enrichir leur population. Alors que chez nous, en tout cas en Europe et même au Canada hein, d'ailleurs, on a l'impression qu'on a affaire à des gens qui n'ont aucune vision économique, aucune connaissance d'expérience. C'est pas des entrepreneurs, c'est pas des gens qui peuvent te dire moi j'ai réussi à gagner 1 million de dollars, tu vois. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les politiciens ils sont là d'abord pour s'enrichir eux-mêmes au détriment de la population. Est-ce que tu es d'accord absolument. avec ça? Est-ce Mais que tu penses totalement. qu'il n'y a pas De un toute façon, décalage entre il y a un nos décalage dirigeants énorme. qui Je veulent vais te parler de dire, politique et qui n'ont pas de connaissances par rapport à c'est ce. exactement le même que sur la santé publique, et c'est la même situation aux États-Unis. Tu regardes la consommation de cigarettes aux États-Unis, qui sont quand même un pays pionnier en matière de cigarettes. Hein, les États-Unis, le cowboy Marlboro, c'était pas ici, c'était aux Ouais, US. ouais, Aujourd'hui, les Américains fument 3 fois moins que les Français. Il y a presque plus une cigarette qui traîne sur ouais. une Même au plage. Canada, c'est pareil. Et même au Quand tu Canada, meurs. ouais, je connais pas le Hop. Canada, mais j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis. Tu as Los Angeles. Alors maintenant, le problème de Los Angeles, tu sens par rapport à une forme de néo-gauchisme aussi qui s'est Oui, instaurée, c'est ouais, les joints. Ça sent le ouais. cannabis de partout. Ouais, Mais c'est la par contre, il drogue, y a hein. C'est les drogues dures. voilà, c'est la drogue en général, les drogues dures. Mais je veux dire, même sur l'autoroute à Los Angeles, j'ai été effaré, moi, quand j'étais allé au début, là, quand ça avait été rendu légal, tu as des nuées, des vents comme ça d'odeur de cannabis qui rentrent dans la voiture. Ça paraît incroyable. Mais il n'y a plus de cigarettes, par contre. Et les Américains ont cette faculté, je veux dire par là, à se libérer beaucoup plus rapidement que nous. Ils ont une capacité de résilience qui est absolument phénoménale par rapport à la nôtre. Et tu regardes le nouveau ministre de la Santé, le secrétaire d'État à la Santé, Robert Kennedy, aux Ouais, US. j'ai Il a génial. 70 ans, 71 ans. Ouais. Euh, Moi, j'ai toujours fait du sport, personnellement, dans ma vie. Et je n'imaginerais pas ma vie sans faire de sport. Je pense que ça paye. C'est moi, hein, je veux dire. Mais je pense que si on veut mener une vie un peu sympathique, au-delà du fait d'avoir de l'argent, de faire des affaires, d'avoir une vie Il faut être en bonne sentimentale, santé. Hein, il faut être en bonne pour santé. avoir des rêves, il faut être en bonne santé. C'est ce que disait Exactement. Kennedy. Il faut un petit peu. Et c'est ce que dit Kennedy. Et il le prouve. Tu regardes avant ça les ministres des pays du G7, il y en avait 80% qui étaient dans un état d'obésité morbide il y Ouais. a 2 ans. Tu regardes les photos, je veux dire, il suffit, c'est pas de la grossophobie ou je ne sais pas quoi, Non, quoi. non. Mais je veux dire, c'est qu'on prend un panorama quand même des ministres, donc des responsables de la santé des gros pays du G7, ils sont dans un état de santé morbide. Ça peut pas marcher. Et ça rejoint ce que tu dis précédemment sur l'économie. Tu prends des gens pour gérer l'économie, en France, comme le ministre de l'économie Lombard, qui disait récemment, il faut que les sociétés françaises s'habituent à faire moins de bénéfices, moins de marge. Mais c'est totalement délirant de dire ça dans un écosystème avec un monde sur lequel il va y avoir une croissance énorme. En Chine, aux États-Unis, sur différentes catégories d'entreprises. Alors peut-être pas sur les mêmes aux États-Unis que celles qu'on a eu l'habitude de voir croître jusqu'à présent, mais il va y avoir un panorama qui va totalement bouleverser. Ce qui est fascinant à observer d'ailleurs. Hein. Si tu regardes le marché boursier, monétaire, financier du monde entier, les codes sont bousculés à une vitesse énorme, phénoménale, jamais vue. Et les politiques ici ne veulent pas le comprendre, parce qu'ils ne veulent pas s'intéresser au vif du sujet, ils ne veulent pas voir le réel, ils sont rattrapés par le réel. On le voit bien, le conflit ukrainien. Moi, je peu prépare au conflit ukrainien, russo-ukrainien, parce que c'était pas un sujet qui m'intéressait particulièrement, mais je voyais, j'entendais parler de tout ça de loin et de près, à la télévision, et d'autres collègues journalistes également, et il y avait un prisme qui était, je dirais, qui relevait de la conviction, mais qui s'éloignait totalement du réel. Et au bout d'un Ouais. moment, le réel vous rattrape forcément. Ouais. Ça sert absolument, voilà, à rien de se voiler la face. Et donc, il va y avoir des bouleversements sur les crypto-monnaies, il va y avoir une croissance énorme de la part des crypto-monnaies dans les échanges. Au-delà des transactions, sans parler des transactions, mais il va y avoir un système monétaire qui va être bouleversé, il va y avoir un système de placement qui va être bouleversé, parce qu'il va y avoir des grandes sociétés américaines qui vont être un peu supplantées finalement par des... Ça va être un peu le retour des heures de gloire, des... Comment dire, là aussi du réel, mais de la vraie société qui produit, qui fabrique quelque chose, qui part d'une idée,
Oui, Donc comme les la sols, Pennsylvanie, Michigan, exactement. étaient Ouais. des endroits où on produisait beaucoup de Tous les véhicules. équipementiers automobiles là-bas qui vont se remettre à récupérer des parts de marché, dans l'intelligence artificielle, des petites sociétés également qui travaillent dans l'autonomie pour équiper des voitures électriques, dans toutes ces sociétés qui vont croître. Et de l'autre côté, tu vas avoir un marché chinois qui va être très différent. On n'avait pas l'habitude, c'est qu'on va avoir des géants comme Comac, par exemple, l'avionneur chinois, Ouais, qui vont devenir des mastodontes, mais qui sont pas à côté, qui sont des sociétés d'État. Et donc, personne ne va vraiment comprendre ce qui se passe. Quand je dis personne, il y en a qui vont comprendre, mais je veux dire certainement pas ceux qui s'enferment justement dans une forme de long couloir de l'obstination et l'obstination acculturée, qui plus est. Et c'est que nous, dans notre paradigme européen, occidental, on a l'habitude de se dire les grandes sociétés, c'est des sociétés privées qui marchent. Les ouais, sociétés publiques, elles marchent pas. Et c'est vrai, c'est la réalité. Et en Chine, ça n'a rien à voir. En Chine, tu as de très grands groupes, enfin de très grosses affaires qui marchent, mais qui sont les sociétés publiques. Tu regardes Comac aujourd'hui, pourquoi ça n'explose pas encore? Tout simplement parce que l'Europe s'oppose à la rigueur. Ils sont pas tort, hein, c'est pour regarder un petit temps d'avance sur Airbus, mais s'oppose à accorder l'Agence européenne de l'aviation, s'oppose à accorder une licence de vol internationale aux avions qui sont fabriqués par la société chinoise pour que ces avions puissent être achetés uniquement pour des vols intérieurs. C'est-à-dire que même les Chinois sont obligés d'acheter des Boeing et des Airbus, ils n'achètent pas leurs avions, parce que sinon ils ne peuvent pas faire un Shanghai Moscou, enfin Moscou c'est pas le bon exemple, mais Paris, ou voilà, quoi, ouais. ils peuvent pas faire de vols internationaux. Et donc même les pays voisins qui sont autour de la Chine, de cette Chine étendue, qui font partie ou pas des BRICS, ils achètent des Airbus, ils achètent des Boeing, ils achètent pas des Comac. Mais il va y avoir, dès que ça va un petit peu se libérer, parce que c'est en train justement de se libérer, il va y avoir une croissance exponentielle pour Comac. Et il va y avoir une croissance exponentielle pour BYD, pour d'autres groupes et des groupes qui sont cotés en Chine. Donc le monde va changer à une vitesse absolument phénoménale. Ça, c'est J'ai j'ai- incontournable. j'ai une question à te poser pour terminer, Je t'en prie. Tom. Voilà, on sait que les États-Unis ont une dette colossale aujourd'hui, Ouais. en trilliards de dollars. C'est énorme. D'ailleurs, ils ont un panneau où tu vois tous les jours la dette. C'est juste affligeant. Donc, sur ce, Elon Musk, donc, avec Trump, donc, ont décidé de créer le GOG Ouais. pour pouvoir justement faire pas mal de réductions budgétaires dans beaucoup d'agences fédérales. On a vu que ça a créé un tollé et que beaucoup de gens commençaient à chialer. Et puis, Trump, il nous a sorti, tu sais, les listes avec où allait l'argent. Et on s'est Ouais. aperçu que des millions de dollars sont partis dans des pays étrangers, Pakistan, Bangladesh, je sais pas où là, et en fait pour envoyer de l'argent du contribuable pour des organisations woke, LGBT, pour favoriser le transgenrisme. Et ce qui m'a choqué en fait, c'est que la plupart des gens ont commencé, enfin les gens, quand je dis les gens, je parle même des personnes en Europe, ont commencé à se plaindre en disant c'est une dictature, Elon Musk va essayer d'en profiter, il va récupérer des informations confidentielles. Tout le monde était en train de pleurer, alors qu'en fait, il est juste en train d'essayer de faire économiser de l'argent à son pays qui est endetté, on ne sait pas quoi. Et quand tu vois où va l'argent, mais tu dis, mais en fait, c'est Elon Musk qui a eu un problème. Et tu vois, on est en fait dans une sorte toujours d'inversion des rôles, c'est-à-dire que Elon Musk, honnêtement, il n'a pas besoin de se faire de l'argent sur le dos des États-Unis. Le mec, je ne pense pas qu'il va voler qui que ce soit. Mais ces gens-là, ils sont en train d'accuser d'Elon Musk d'essayer d'économiser de l'argent, alors qu'en fait, cet argent-là, il est gaspillé, mais pour des bêtises, mais des conneries, mais incroyables. Qu'est-ce que tu penses de cette mentalité qui revenait justement à ce qu'on disait, tu vois, c'est-à-dire nous, Alors le on sujet dépense beaucoup des d'argent pour le service public, mais là, ça va au-delà, tu vois, c'est de l'argent qu'on Ça donne va à des au-delà, pays étrangers. absolument. Le sujet des transgenres, ça c'est encore plus profond, donc on n'en parlera pas aujourd'hui parce que là il y aurait beaucoup à Non, dire, non, mais il y a une non, mais corrélation. c'était pour donner un exemple Voilà, de mais c'est le bon gaspillage, exemple, mais je veux dire, je fais une tu vois ce digression que je veux parce que dire? c'est quand même assez important, c'est qu'il y a une corrélation entre l'affaiblissement de la liberté d'entreprendre dans tous les pays occidentaux et la promotion je sais pas si on peut appeler ça le transgenrisme, et C'est ça. les théories du genre en tout cas. Sous-entendu, les théories du genre, quoi qu'il en soit, je vais te dire, au-delà des personnes qui se font traiter ou opérer ou toute forme je dirais, de délire quand même dans 90% des cas, hein, parce que Ouais, ça correspond plutôt à de la pathologie ouais, qu'à de la nécessité. ouais. Mais au-delà de tout ça, il y a un gros problème sur le genre aujourd'hui en Occident qui est
perceptible. Moi, je voyage beaucoup, je vois ça de plus en plus en France d'ailleurs, plus qu'en Europe du Sud, hein, plus qu'en Espagne ou en Italie, et encore plus que dans d'autres pays. Et c'est une chose qu'on peut apprécier, même moi qui n'ai pas trop de sympathie, on va dire, pour l'islam ou les musulmans, globalement, hein, mais pas d'antipathie non plus. Hein, c'est pas de, je veux dire, c'est pas, je suis pas très fan. Euh, L'avantage au moins, c'est qu'ils ont encore une forme de traditionnalisme Oui. qui respecte le genre, qui respecte à la fois les attributs féminins et les attributs Oui, masculins. l'Afrique aussi d'ailleurs. Oui, l'Afrique aussi, Les voilà, Africains aussi. absolument. Et les Africains, j'ai passé du temps aussi en Afrique, quand tu parles à des Africains, ça leur paraît même pas concevable. Ils ont l'impression que c'est la situation politique en Europe et de l'humour par rapport Ouais. à tout ce qui est prôné à ce niveau-là. Et au-delà donc de ces problématiques de transgenre réellement et d'opérations et de personnes qui sont opérées, le gros problème aujourd'hui, moi quand je compare ma jeunesse, on n'est pas très loin, hein, je veux dire, mais quand j'avais 10, 12 ans, 15 ans, c'est qu'on reconnaissait d'une façon très directe les filles des garçons. Ouais. Et on voyait qu'une fille, c'était une fille, et qu'un garçon, c'était un garçon. Les garçons, ils s'habillaient pas de la même façon que la fille, et ils n'avaient pas les mêmes tendances. Et aujourd'hui, tu regardes la jeunesse, la nouvelle génération, et les gens qui ont mon âge aussi, mais qui sont à peine plus jeunes, et de plus en plus, tu as des formes de personnages, entre guillemets, qui cherchent pas vraiment ni à assumer, ni à cultiver leur féminité ou leur masculinité. Ils sont des bonhommes comme ça, et les filles sont des petits bonhommes, et les garçons sont Ouais, tu des as une petits bonhommes, des féminisation petits de jeunes, l'homme et tu as et une une masculinisation masculinisation de des la filles. femme. Et Et ça, oui, il y a c'est une quand même inversion. assez inquiétant. Il y a une inversion des valeurs qui découle sur quelque chose, entre guillemets, qui est absolument pas congruent, qui est pas terrible du tout. La seule chose à dire, c'est tout simple, c'est que c'est pas congruent. Une fille, c'est fait pour être une fille, un garçon, mais il est pas, je veux dire, il est presque ridicule d'avoir besoin de préciser aujourd'hui. C'est ça qui est dramatique, quoi. Et donc, il y a une corrélation aussi entre le fait de dire on va socialiser les économies. Sous-entendu, c'est l'État qui va décider pour vous. Vous n'aurez pas besoin d'entreprendre, vous n'aurez pas besoin de gagner de l'argent, de faire des choses, de vous débattre, de plaire ou de séduire. C'est nous qui allons le faire pour vous. Et il y a une corrélation entre cet état d'esprit et la promotion des transgenres et de cette masculinisation des filles et féminisation des hommes, comme je le disais précédemment. Pourquoi? Parce qu'on dit aux femmes, vous n'avez pas besoin d'être féminine, quoi qu'il en soit, vous pouvez vous comporter comme des mecs, ce sera la même chose. Et vous dites aux mecs, vous n'avez pas besoin d'être masculin, hein, vous n'aurez pas ni à vous battre, ni à vous débattre, ni à user de la force, ni à être fort, ni à protéger. C'est fini tout ça. On le fait pour vous, l'État le fait pour vous. Donc ça, c'est le premier point. Personnellement, moi, je me réjouis, évidemment, que toutes ces associations qui faisaient cette promotion, qui font un mal terrible pour la jeunesse, mais c'est une catastrophe, hein, c'est Ouais. vraiment une catastrophe. Parce que quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on est en mesure de comprendre les choses, on est en mesure de savoir qui l'on est. Mais quand on a 3 ans, 5 C'est ans ça. ou C'est ce 15 que ans, j'allais dire, ça. Ils attaquent directement la jeunesse, les écoles, exactement. et ils mettent déjà dans la tête des enfants Et un problème. aujourd'hui, tu as des jeunes qui se disent peut-être que mon problème vient du fait que je ne suis pas vraiment un garçon, mais que je suis une fille, puisqu'on me dit que je peux l'être sans le savoir et qu'on peut m'aider à le devenir. Et donc, effectivement, il y a des personnes aujourd'hui qui sont euh, comment dire, qui sont éliminés, qui sont nécrosés, qu'on empêche d'évoluer par rapport à ce poids de la société. Et à coup, justement, là aussi, de centaines de millions et de milliards, et des associations qui font cette promotion, il y a des campagnes médiatiques, il y a des visites dans les écoles. Donc, mettre fin à tout ça, c'est quelque chose de très positif et il faudra en faire autant ici dans les pays européens. Ça, c'est le premier point. Après, sur la dette américaine et sur la monnaie américaine, évidemment que il va se poser la question du principe de monnaie de réserve et de l'avenir de la monnaie de réserve. Parce que les États-Unis ont cette dette énorme et pour le moment, la particularité du dollar, c'est que tout le monde en détient. Quand on parle de la dette américaine, on fait du sens cet amalgame, c'est de la monnaie après, hein, c'est de la monnaie, ces titres qui circulent, c'est le dernier agrégat de la monnaie, de ce qu'on qualifie comme étant la monnaie. Tu connais les trois agrégats de la monnaie. La base monétaire, c'est la monnaie banque centrale, qui est émise par une banque centrale. Après, tu as la monnaie scripturale qui s'y ajoute. Après, tu as les titres courts qui sont facilement transformables et qui peuvent devenir de la liquidité de la monnaie scripturale. Et puis après, tu as les titres obligataires d'État comme ça qu'on considère aussi comme étant de la monnaie. Et le dollar, la particularité de cette monnaie dollar, de ces titres en dollars, c'est qu'il y en a partout. Tout le monde en détient. Tu as dans tous les pays, tu as dans toutes les banques, tout le monde a du dollar. Pourquoi? Parce qu'on paye avec, parce que c'est un collatéral de première catégorie par excellence. Donc il va se poser cette question, si la société, la civilisation se démondialise un peu, mais pas totalement, parce on n'a jamais été autant mondialisé qu'aujourd'hui, même si je puis dire. Hein. Mais d'un point de vue économique, si les systèmes se régionalisent, ce qui sera le cas quoi qu'il en soit. Les systèmes vont se polariser même plus que se régionaliser. Ça veut dire qu'individuellement, les groupes vont se refermer sur eux-mêmes, peut-être faire plus de bénéfices, hein,
parce que on n'est pas plus fort à plusieurs que seul, contrairement à ce qu'on veut dire. Souvent, on est plus fort quand on est associé à d'autres. Mais quand on est associé à d'autres, on n'est pas plusieurs. On est seul avec d'autres qui sont seuls. Et c'est cette sédimentation de solitude qui fait la force. L'avenir en commun ou tout en commun, ça n'a jamais apporté Ouais. la richesse. Hein. D'ailleurs, tu Donc regardes que tous les chacun pays, il apporte son sa propre valeur sa ajoutée, propre ça valeur fait ajoutée. l'édifice. Voilà. Et donc, si tout le monde se régionalise un peu, les États comme les particuliers ou les sociétés, il va y avoir une question qui va se poser quand même par rapport à la dette américaine, en effet, parce qu'il y a bien des pays qui vont se dire, bon, on arrête d'acheter de la dette américaine, et les Chinois les premiers, surtout s'il y a des bagarres sur les droits de douane, les plus gros acheteurs de dette américaine en 2023-2024 encore, c'était les Chinois, comme pays étranger. Évidemment, tout ceci C'est va être incroyable. terminé. Sans compter, on peut faire une parenthèse pour nous, hein, pour la France, qu'est-ce qui va se passer pour notre dette? Parce que là, je suis quand même très curieux de savoir, ce sera moins dramatique que ce qu'on peut imaginer, hein, parce que si on n'arrive plus à placer nos titres obligataires, étant donné que les ministères des Finances successifs ne prennent pas les décisions pour limiter les dépenses, là, ils seront obligés de le faire parce qu'ils n'auront plus d'argent. Donc, quand on émet systématiquement de 300 milliards ou 350 à peu près, ce sera l'année prochaine ou celle d'après, de titres obligataires sur les marchés financiers pour faire fonctionner la France, avec là aussi des petites sociétés subventionnées à tour de bras, des grandes organisations qui payent des voyages à tout le monde, parce que c'est ça le gros problème de l'Occident aujourd'hui. Ce que tu soulignais précédemment, la mentalité du politique, c'est quoi le problème du politique? C'est qu'aujourd'hui, si tu es un entrepreneur seul, qui fait ses 3-4 millions de chiffre d'affaires par an avec une belle marge bénéficiaire et qui se paye ses billets d'avion pour aller aux États-Unis, pour aller au Moyen-Orient, pour aller faire ses business. On dit, bah, c'est dégueulasse, il vit avec 50 000 euros par mois ou 70 000, et puis en plus, après, il se verse des dividendes. Si par contre, tu as des politiques qui, aux frais de la princesse, payés par Ouais. des commissions diverses et variées, Ouais. font des voyages, on appelle ça des délégations, hein, dans le Ouais. jargon, on peut plus, font des délégations payées aux frais du contribuable, on dit, ah, c'est normal. Et Ouais. d'ailleurs, la plupart des politiques aujourd'hui de cette pensée unique un peu socialisante, quand tu les vois parader sur différents plateaux, se scandalisant, qui est des super riches en disant, mais vous vous rendez compte, il y a des gens qui vivent avec 100 000 euros par mois. J'ai envie de leur dire, mais vous vivez avec combien? C'est pas du salaire, mais vous vivez avec ça, et vous vous Ouais. en rendez peut-être même pas compte. Mais votre billet d'avion pour aller à tel endroit, qui vous l'a payé? Votre chambre d'hôtel là-bas, qui l'a payé? Quand vous êtes parti à tel endroit avec 3 conseillers spéciaux, le plus petit secrétaire d'État aujourd'hui en France a au moins 7 ou 8 conseillers spéciaux payés à 3-4 000 euros par mois, avec Incroyable. voilà, des déplacements à 10 personnes pour aller visiter une école à Marseille, pour aller. Tout ceci, c'est de l'argent, c'est une empreinte. La vraie question aujourd'hui, c'est pas de se dire combien je gagne, c'est avec combien je vis. Et si on se Ouais. dit, avec tant, 80% vient de ma force de travail et de ce que j'ai réussi à générer comme cash en étant entrepreneur ou salarié, c'est la même chose. Hein. Si c'est un salarié qui est payé à la hauteur de son travail, c'est pareil. Mais si par contre on se dit 80% finalement, c'est pas du salaire, j'ai un petit salaire, mais c'est le contribuable qui me paye des frais, il y a peut-être un petit problème de conscience à avoir par rapport à l'évolution du monde et de la société. Mais donc par rapport, pour revenir au vif du sujet sur la dette américaine et la dette en général, euh, moi, très concrètement sur le dollar américain. Je pense que le dollar va monter, que l'euro va baisser, quoi qu'il en soit. On ne va pas sortir de l'euro dans 6 mois, donc il y aura toujours un euro à la fin de l'année. Si vous avez des euros aujourd'hui, il est peut-être opportun de les convertir en dollars, puisque l'euro est encore un peu fort en ce moment. Ça ne serait pas une mauvaise idée de convertir. Je le disais d'ailleurs il y a 8 mois, et le temps évoluant m'a plutôt donné raison, parce que ceux qui ont converti leurs euros au mois de juin ont plutôt gagné au change aujourd'hui en dollars que perdu. Ils ont même franchement gagné. Et aujourd'hui, l'euro va continuer à baisser, et c'est incontestable. Même si là, peut-être que dans 3 mois, le dollar va monter un petit peu baisser parce qu'il va y avoir ce que je décrivais précédemment, une forme d'anticipation sur des droits de douane qui seront moins élevés, donc des politiques qui vont être assez alambiquées entre grandes annonces et finalement Très retour à la prudente, il va réalité. rester prudente par rapport à ça. Malgré tout, le protectionnisme de Trump enrichira les États-Unis. La Federal Reserve ne n'abaissera pas ses taux directeurs autant que la Banque Centrale Européenne, que la Banque de Chine, même, ou que la Banque d'Angleterre, parce que nous, on est obligé de le faire. Le BCE va être obligé d'abaisser ses taux, parce que l'économie est à un point d'étouffement qui est crucial. Donc, il va y avoir un abaissement.
contre-productif pour la stabilité de la monnaie également. Mais par contre, aux États-Unis, ils ne seront pas obligés, ils ont de la marge de manœuvre, ils ont de l'argent, voilà, ils ont pas ces problèmes-là. Et après, sur les économies publiques, ben, je crois que je regardais les chiffres des créations d'emplois aux États-Unis ces derniers mois. Sur la dernière année, je crois que un quart des emplois, un peu plus même, on doit être aux alentours de 30%, sont des emplois publics, des créations d'emplois. Donc évidemment qu'il y a un problème, il y a des administrations, ouais. Voilà, mais ici c'est la même chose, hein. C'est pire même, c'est bien pire. Mais par contre, les Américains, ce que je disais, ce qui est valable pour l'économie, ce qui est valable pour la santé, c'est qu'au moment où ils changent de paradigme, que ce soit démocrate ou républicain, ils changent le paradigme et ils vont dans la bonne direction. Et nous, en Europe, on a pris cette fâcheuse tendance de ne plus faire preuve de bon sens. C'est tout simple, hein, c'est pas prosaïque de le dire, mais le bon sens, ça existe. Le bon sens, ça veut dire qu'on va pas parler de business, parce que le business, c'est subjectif, et il y en a qui vont pas comprendre. Mais si on parle de santé, peser 140 kilos ou peser 70 kilos, le bon sens veut qu'il vaut mieux peser 70 que 140. Voilà, c'est tout. Et à partir de là, vous avez tout compris. Voilà. On est d'accord, on est d'accord, totalement d'accord, Tom. Bah écoute, merci beaucoup pour ton analyse. Vraiment, c'était très, très intéressant. Bah, je sais qu'on pourrait faire des émissions de 3 heures parce que toi, c'est vraiment un sujet que tu maîtrises et que tu es passionné. Donc, c'est sûr qu'il y a tellement de choses. En plus, l'économie, c'est très complexe. Mais merci. Pas dire, bon, on en fera d'autres, mais c'est bien. Non, bien sûr, il y aura du fois. Voilà, exactement. Et puis, je pense que ça nous a donné un petit aperçu déjà de ce qui allait arriver. Et d'ailleurs, on en reparlera pour voir si tu avais raison parce que tu as annoncé déjà pas mal de choses. Donc, on va voir si tes prévisions étaient les bonnes. Donc, avec plaisir. Donc, je te souhaite une excellente soirée en Suisse. Et puis, on continue à te suivre aussi sur ton compte Twitter. Et aussi, tu es sur YouTube aussi, où tu fais beaucoup de vidéos. Tu as énormément de succès sur YouTube. Donc, voilà, bon courage, bonne continuation. Et puis, on se retrouve bientôt sur Trump Fact News. Et bientôt, peut-être en compagnie de Tom Benoît aussi pour une nouvelle intervention. Merci, Tom. Merci, Joël. À bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée à toi.